Bonjour à tous, bonjour Paul Gara. Salut Rémi. On se retrouve pour une nouvelle émission Ne plus y jouer et cette fois-ci nous allons parler du Cluedo. Cluedo avec, comme à notre habitude, une entorse un petit peu à la mécanique propre du jeu, puisqu'on va parler du jeu de déduction mais surtout du jeu d'enquête. Ouais, même plutôt du jeu d'enquête. Voilà. Parce qu'en fait c'est plutôt Cluedo qui fait une entorse. Oui, c'est vrai. En vrai. Enfin, ou dans l'imaginaire populaire, parce que souvent Cluedo est compris, enfin on pense que c'est un jeu d'enquête alors que ce n'est pas un jeu d'enquête du tout. Ce n'est pas un jeu d'enquête, on est dans du pur jeu de déduction. C'est un jeu de déduction par élimination en fait, où on récolte des indices pour éliminer Tout des coupables, des lieux, des objets, enfin des armes du crime potentiel. Et en fait il n'y a pas du tout d'enquête dans Cluedo, il y a un vague pitch, mystère, C'est etc. ça. Mais c'est pas du tout un jeu d'enquête, enfin en tout cas pas comme on l'entend aujourd'hui, ça c'est sûr. Et donc en fait nous on va dire si vous voulez vraiment jouer à des jeux d'enquête, il y en a plein et vous ne jouez plus à Cluedo quoi. Enfin, voilà. Tout à fait, c'est exactement ça. Ouais. Et donc du coup, comme à notre habitude, on va faire un petit top. Je sais qu'on a un numéro 1 commun. Incontestable parce que voilà, c'est. Ce sera une surprise pour personne qui nous connaît. Donc voilà, donc bon, on le gardera pour la fin forcément. Ouais, tout à fait. Tu veux parler de Cluedo un petit peu quand même? Ouais, parce que alors en fait c'est un jeu, donc sur la boîte de jeu c'est un certain Anthony Pratt qui est crédité comme auteur, mais en réalité il faut savoir que il est l'auteur du jeu, mais également sa femme, Elva Rosalie Pratt, qui elle n'a pas été créditée sur la boîte de jeu. Alors que clairement elle a été vraiment associée à la création du jeu. C'est un jeu qui est sorti qui a été créé en 1943 et qui a été mis en vente pour la première fois par Waddington Games au Royaume-Uni, donc en 1949. Donc en fait Anthony Pratt c'était un pianiste privé, donc il faisait il officiait pour des gens qui ont les moyens de se faire des soirées. Ça fait super Eyes Wide Shut quand j'ai dit ça, tu vois, un petit peu. Et apparemment en fait l'idée du jeu lui est venue parce que dans ses clients il avait des gens qui faisaient des sortes de murder party. D'accord. Et c'est comme ça qu'il a eu un peu l'idée. Et puis il faut savoir évidemment que il y avait à ce moment-là toute l'inspiration aussi des ouvrages d'Agatha Christie, qui je pense marquent quand même aussi l'atmosphère du jeu, puisqu'on on a ce sentiment d'être un peu dans c'est une espèce de huis clos, voilà dans le manoir, voilà etc. le côté huis clos comme tu l'as dit, avec un certain nombre de suspects limités, avec qui se passe toujours quand même dans des endroits assez classe. Et vraiment ce qu'on retrouve dans ce qu'on appelle ce style de littérature qui est pas propre à l'Angleterre, mais où il y a eu beaucoup d'auteurs et d'autrices anglais et anglaises, ce qu'on appelle le whodunit. Donc c'est vraiment le mystère en chambre close, ou enfin en tout cas le mystère en huis clos, etc. Il y a beaucoup qui existent toujours, enfin on en trouve toujours des descendants. Donc c'est un petit peu, je pense aussi une des inspirations, parce que c'était Agatha Christie, elle a été énormément populaire, enfin elle l'est toujours, mais elle était particulièrement populaire à cette époque-là. Ouais. Donc c'était un petit peu ses inspirations, et en fait si j'ai bien compris, il a eu l'idée du jeu pendant la Seconde Guerre mondiale. En fait il était un peu reclus un peu reclus, et en fait il a eu l'idée du jeu qui lui est venue pendant la période de la Seconde Guerre mondiale, pendant les bombardements. D'accord. Et le manoir dans Cluedo, parce qu'il y a tout un lore du Cluedo, le manoir s'appelle le manoir Tudor, et c'est un vrai lieu, le manoir Tudor en fait. Et d'ailleurs c'était vraiment je crois que dans le premier nom du jeu il y avait l'idée du manoir Tudor. Le nom du jeu, comme nous on le connaît, c'est le fameux Cluedo. C'est une contraction entre clou, qui en anglais veut dire indice, et ludo. Sauf que quand il a été parce qu'en anglais il s'appelle plus que clou, parce qu'apparemment quand il a été transposé aux États-Unis, le terme ludo n'était pas considéré comme suffisamment signifiant, donc ils ont abrégé en clou. Mais nous on a gardé ce terme de Cluedo, donc c'est d'où vient l'origine du jeu. Alors on peut dire que Cluedo, il y a eu un nombre de versions incalculable. Enfin, il y a des personnages emblématiques, des phrases on connaît tous. Enfin, on a tous fait cette blague de dire c'est le colonel Moutarde avec le chandelier dans la bibliothèque, voilà. Mais c'est un jeu qui a vraiment, ce n'est pas un jeu de société moderne, mais c'est un jeu qui a vraiment été au-delà de la culture ludique, puisque il a été décliné dans plein d'autres médias. Tu as sûrement vu ce jeu télé.
Avec Marie-Ange Nardi. Avec Marie-Ange Nardi quand même, qui était assez bon. Je sais pas si moi j'ai regardé juste parce que c'était Cluedo, parce qu'en soi le jeu était pas très terrible et puis je suis pas du tout jeu télé. Il y a eu des livres dont vous êtes le héros. Pour ceux qui ont des loonies, pour ceux qui ont des enfants qui ont des loonies, il y a des histoires Cluedo sur le loonie, interactives et tout. Et il y a surtout vraiment un film que je vous recommande, un film de 1985 de Jonathan Lynn avec Tim Curry. Donc Tim Curry, c'est notamment Rocky Horror Picture Show. Avec Madeleine Kahn. Si vous avez Madeleine Kahn, c'est une actrice notamment qui joue dans Frankenstein Junior, un film extraordinaire. C'est déjà des acteurs. Le film me dit rien là comme ça. Il faudra que je regarde. Qui jouait dans. Dans quoi n'a-t-il pas joué? Voilà, c'est ça. Qui veut la peau de Roger Rabbit, Retour vers le futur. Et donc, c'était un film. Alors, au niveau ambiance, c'était pas les années 30, c'était plus années 50 aux États-Unis. Et il y avait un truc qui était un peu dingue, c'est qu'il y avait trois fins alternatives, en fait. D'accord. 3 résolutions possibles. Il y avait beaucoup de liberté par rapport au canon du Cluedo sur les persos, mais franchement je vous recommande parce que le film tient aussi beaucoup à Tim Curry qui est absolument incroyable et qui fait le majordome dans le film. Et puis du Cluedo, je te disais, il y a eu plein de rééditions, il y a eu des ajouts de personnages et moi j'ai surtout le Cluedo vidéo, donc c'est-à-dire la cassette VHS que je garde précieusement. Je pense que la cassette, j'ai encore un magnétoscope à la maison. Il faudrait peut-être la faire numériser. Il faudrait, mais je pense qu'en fait, sur YouTube, on trouve c'est trouvable. Ouais. En tout cas, l'intro c'était d'une grande n'importe quoi. Un jour, on s'était dit qu'on devrait y jouer sur Twitch. Enfin, tu vois, c'était tout à fait faisable. Et en fait, c'était complètement déjanté. Enfin, en gros, on regardait des scènes et en fonction des scènes, on avait des questions. Il fallait se souvenir de ce qu'on avait vu dans les scènes pour trouver des infos et tout. Okay. C'était pas du tout la mécanique du Cluedo. C'était pas vraiment la mécanique de base du Cluedo. Ouais. Il y a eu aussi le Cluedo DVD. Où je pense que le côté chapitre doit permettre de réutiliser un peu plus facilement la mécanique basique du Cluedo, je pense. Ouais, je sais plus trop parce qu'en fait ça changeait vachement l'angle. On voyait qu'ils essayaient de faire autre chose que de j'accuse machin bidule. Est-ce que t'as telle carte et puis parfois tu accusais un truc. Enfin, il y a plein de stratégies. Parce que sinon le Cluedo en lui-même est pas un jeu extraordinaire. Et puis très dépendant de nos déplacements et les déplacements étant liés à un dé, si on n'arrive pas à aller où on veut, c'est pénible. Sachant que les pièces étaient super éloignées en plus. Alors il y a les passages secrets et tout qui nous ont tous fait fantasmer, mais non, en fait c'était très très long, ça pouvait devenir vraiment très très long et laborieux parce qu'il y avait 12 lieux quand même. Voilà, donc c'était vraiment ça. Moi, je me souviens de parties assez interminables, quoi. Mais on aimait tous, les persos un peu mythiques. Et puis avec des erreurs de traces, parce que par exemple, nous, on sait Docteur Olive, mais en vrai, c'est Révérend Olive. Enfin, il y a des trucs comme ça. J'ai pas les refs en anglais, mais ouais, voilà, c'est ça. Il y a plein de petits trucs comme ça. Donc voilà, le Cluedo. Bon, je pense tout le monde y a joué. C'est pas le meilleur jeu du monde. Pourtant, moi, j'en ai que des bons souvenirs, mais parce qu'en fait, j'étais à fond dans le thème. Oui. Et le thème, il m'est resté parce que moi, quand j'étais petite, je voulais être détective privé, tu vois. Très bien. Voilà. Tu peux encore, hein. Oui, mais j'ai compris, arrivé à un certain âge, j'ai compris que c'était pas, j'allais pas aller enquêter sur le ou dans l'Orient Express. Oui. J'ai compris que ce serait plus filature dans ta bagnole à suivre un mec qui trompe sa femme. Voilà, c'est ça, ou bien arnaque à la compagnie d'assurance. Ouais. Et là, tout de suite, ça le faisait. C'est moins intéressant. C'était vachement moins classe. Sexy. Ouais, c'était beaucoup moins classe. Mais donc voilà, quand j'étais petite, j'étais à fond Cluedo, juste pour le thème, parce que le jeu était quand même pas terrible, hein. Enfin, j'en avais bien conscience. On est d'accord. Mais du coup, je vais te parler d'un vieux jeu auquel j'ai joué petite. Très bien. Un autre jeu d'enquête que j'ai découvert par le plus grand des hasards. Et ça, alors là, ça a été pour le coup, ludiquement, c'était vraiment... On était passé d'un cran au-dessus. C'est un jeu qui s'appelle Orient Express. Ouais, ça me dit quelque chose. Ça te dit quelque chose? Parce que j'en ai peut-être déjà parlé. C'est un jeu qui est sorti en 1988 de mémoire. Ou 86, peut-être plutôt 86, chez Jumbo, qui est, il me semble, un éditeur néerlandais, pardon. Oui, c'est 85 même, et donc je pense que... Et alors là, c'était de la folie, parce qu'en fait, dans ce jeu, il y avait vraiment... il y avait 10 petits scénarios dans la boîte, puis il y a eu une extension que j'avais achetée. Tu vois, donc vraiment, on avait été loin à l'époque. Et là, il y avait vraiment des scénarios. Et donc, tu avais un train qui était l'Orient Express, c'était compétitif là également. Et selon les déplacements que tu faisais, soit tu te promenais dans le train et selon les lieux où tu atterrissais, tu pouvais interroger soit le personnel du train, soit les potentiels suspects qui étaient anonymisés sur le plateau.
mais qui, dans chaque scénario, avait une identité propre, qu'il fallait d'ailleurs aller récupérer en envoyant en allant au truc où tu recevais des télégrammes pour avoir leurs identités. D'accord. Donc il y avait la baronne, la comtesse, le diplomate, enfin des trucs comme ça. Et l'idée étant que comme ça, tu ne te souvenais plus en fait d'une partie à l'autre, tu mélangeais un petit peu les parties. Moi, ceci dit, je peux te dire que dans l'énigme numéro 6, je sais toujours qui est le coupable. Très bien. Voilà, ça m'a marqué. Mais avec toi, je ne jouerai pas à un vieux jeu auquel tu as déjà joué qui concerne des enquêtes parce que je sais que tu as une très bonne mémoire. Ouais, voilà. Et alors, en réalité, c'était un jeu d'enquête parce que pour le coup, il y avait vraiment une intrigue. Ouais. Mais on était en réalité un petit peu dans de la déduction et on va voir que c'est le problème ou en tout cas peut-être un défaut qu'on peut pointer de quelques jeux d'enquête, ce qu'on appellerait aujourd'hui des jeux d'enquête qui sont toujours un peu à la frontière, parce qu'en réalité tu allais collecter des informations qui te permettaient d'éliminer des personnes en fonction des alibis. Oui. Et du coup c'est de la déduction en fait, c'est tout à fait... C'est de la déduction ultra bien thématisée. Ouais. Et qui fait que tu ne la vois pas, tu ne la ressens pas telle qu'elle, mais ça reste en fait plutôt un exercice de logique qu'un véritable jeu d'enquête, dans le sens où pour moi, l'enquête, c'est vraiment que tu vas démarrer, c'est très ouvert, tu ne sais pas où tu vas, tu cherches des pistes. Une énorme part de narration. Voilà. Et tu vas vraiment rentrer dans des spéculations, des hypothèses. Là, t'as pas d'hypothèse à faire. C'est de savoir si machin prenait le thé à 17h, il pouvait pas être en train de pousser le clown, parce qu'il y a un clown qui meurt à un moment, à l'autre bout du train à 17h. Enfin, voilà, c'était ça. Mais Orient Express, c'est un jeu qui a été une source d'inspiration pour un autre jeu que tu connais peut-être, qui s'appelle Minuit meurtre en mer. Oui. Voilà, c'était vraiment, il le disait, l'auteur, ça a été une de ses sources d'inspiration parce que c'est compétitif, ce qui n'est pas si fréquent. Non. En plus, dans Orient Express, selon le dé que tu faisais, si t'avançais ou pas le train, parce qu'en fait, il fallait que tu aies résolu l'énigme avant d'arriver à Istanbul, parce que tu suivais forcément le parcours de l'Orient Express. Il y avait des indices que tu lisais à voix haute ou bien que tu gardais que pour toi. Et dans Minuit meurtre en mer, on va retrouver ça avec les points d'action que tu vas dépenser. Ouais. J'ai un autre jeu compétitif d'enquête qui malheureusement n'a pas très bien marché en France. Si tu as terminé. Oui, mais enfin, Orient Express, c'est une petite curiosité. Moi, je l'ai encore. Voilà, je n'y ai pas rejoué, mais j'aimerais. Enfin, il faudrait que j'y rejoue un de ces quatre. Faire une partie quand tu veux. Ok. Sur un scénario dont je ne me souviens pas. Et donc, effectivement, le jeu d'enquête est plutôt coopératif en général dans ce qui se fait aujourd'hui, en tout cas, dans les jeux qui sont disponibles aujourd'hui. Et du coup, les jeux compétitifs sont un peu l'exception. Et j'en ai essayé un qui s'appelle Enquête à Los Angeles. Alors que j'ai et auquel je n'ai toujours pas joué. Et c'est super bien. En fait, je sais même pas... je comprends pas que ça n'ait pas marché, ce truc. C'était chez la boîte de jeu, je crois, la VF. C'était la boîte de jeu, la VF. Et ils ont eu l'intelligence, en plus, de le découper, parce que c'est au départ un financement participatif. Et il y avait énormément de scénarios, et donc ça devait faire un jeu extrêmement cher. Et ils l'ont découpé, donc il y avait une boîte avec les extensions et une boîte avec 5 scénarios de base. Et c'est asymétrique, hein. Et c'est asymétrique, ouais, tout à fait. Puisque tu as un joueur qui va être le un peu le maître. C'est pas le maître des marionnettes, si, c'est ça, truc comme le ça. Marionnettiste. Le marionnettiste. Merci, je cherchais le thème. The Puppet Master. Exactement. Probablement. Et les autres qui sont des enquêteurs. Et en fonction des indices qu'ils vont avoir, le marionnettiste va distribuer des réponses qui ne sont pas forcément fausses, mais qui ne sont pas forcément pertinentes avec l'enquête. Et donc, il y a cette petite part de bluff un petit peu qui rentre en ligne de compte. Et le jeu est super bien. Enfin, vraiment, c'est très bien foutu. Ouais, moi j'avais entendu des réserves, mais on en avait discuté parce que j'en avais parlé dans un podcast et Zéphiriel, avec qui je faisais cette émission, lui avait pas un très bon souvenir du jeu et tu m'avais dit, mais je me demande si il avait joué avec les bonnes règles ou pas. Ouais, peut-être. Hein. Peut-être, mais j'ai l'impression que le fait d'avoir le rôle du marionnettiste aide pas forcément. Enfin, peut-être c'est peut-être un rôle plus difficile à jouer en fait dans le. Peut-être. Moi, ça m'a pas dérangé parce que je l'ai fait sur 2 parties. Et puis après, j'étais enquêteur sur d'autres. Et justement, tu as ce petit côté, le fait d'être marionnettiste, tu as vraiment une autre vision du jeu. Et ce petit côté, apporter des réponses aux autres en choisissant le type de réponse que tu vas donner, etc.
J'ai trouvé les mécaniques vraiment super bien foutues. Ça vaudrait le coup, puisque tu as une boîte. Moi, j'ai toujours la mienne, hein, mais. T'avais fait toutes tes enquêtes, toi? Non, j'ai pas fait toutes les enquêtes. Voilà, alors donc on peut. Dans le genre, dans les jeux compétitifs, parce que c'est vrai, tu l'as dit, il y en a peu. Il y en a un autre qui est excellent, qui s'appelle Watson et Holmes, qui était sorti chez Space Cowboy, où là, les enquêtes sont beaucoup plus, c'est par rapport à d'autres jeux d'enquête, hein, c'est beaucoup plus condensé. Avec un système en fait de déplacement sur les lieux où on peut se bloquer, on peut bloquer l'accès à certains indices. Donc ce qui est assez intéressant en fait ce qui était assez intéressant. Et en fait surtout, il y avait dans la boîte 10 enquêtes et elles étaient top. Enfin les scénarios étaient vraiment très très bien pour un truc assez condensé. Alors il se trouve que moi j'ai triché parce qu'en fait j'y avais joué avec ma mère qui a pas du tout envie de faire du compétitif, donc on a joué en coop. Donc bien évidemment ça nous a énormément simplifié la tâche. Mais on s'en fichait parce que le plaisir, c'était plutôt la résolution, quoi. Mais alors, vraiment, moi, j'ai un super bon souvenir. J'ai l'impression que le jeu avait pas ultra bien marché parce que c'est un jeu qui se prêtait énormément aux extensions, en fait, au fait d'avoir des nouveaux scénarios. Et ça n'a jamais été fait. Et il me semble que j'ai vu qu'il y avait une autre boîte qui existait mais qui a jamais été qui avait d'autres scénarios qui existaient mais qui n'ont pas été faits en français ou j'ai mal compris, mais en fait j'ai l'impression que ça a vraiment pas super bien fonctionné. C'est vraiment dommage parce que moi j'en ai un très 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 bon souvenir des intrigues qui étaient proposées. Ok, cool. Du coup, je reste dans le compétitif. Ouais. Avec une gamme de jeux qui s'appelle Culinario Mortale. Je sais pas si tu connais. Oui, je connais. Tu y as joué ? Oui, j'en ai fait 2. Ok. Donc, on est plutôt sur de la murder party. Oui, assistée, exactement. Pour les gens qui voudraient faire des murder party, mais qui ne savent pas forcément où trouver des scénarios, comment construire une murder party, c'est complètement clé en main. Je trouve que c'est plutôt bien foutu. Et donc chaque joueur va incarner un personnage et donc un pseudo-rôle. Les joueurs ont tous un petit livret découpé en 3 puisque c'est prévu pour être joué à table et donc avec entrée, plat, dessert. Et dans chaque séquence, les joueurs vont avoir l'agenda de leur personnage sur la journée clé qui correspond au meurtre, au vol ou etc. en fonction du type de scénario. Et donc, si dans votre scénario, il y a à 20h30, vous montez les escaliers, vous entendez quelqu'un gueuler dans la chambre 17, ça va vous inciter à poser la question en disant hey, chambre 17, c'est toi Bernard, à 20h30, j'ai entendu crier, qu'est-ce qui s'est passé ? Et le joueur devra répondre, et il répondra, il a le droit de mentir s'il est le coupable. Il n'a pas le droit de mentir s'il n'est pas coupable et donc c'est comme ça que va se construire l'intrigue et la résolution de cette enquête. Et donc du coup, on a cette espèce d'asymétrie parce que chacun va essayer de trouver qui est le coupable. Le coupable, évidemment, doit rester caché. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt bien foutu. Pour quelque chose de clé en main. Oui, alors voilà, je pense que si j'en ai organisé moi d'autres. Mais je pense qu'en fait, si tu as déjà fait des murder parties, c'est très très contraignant. Ouais. Et après, j'avais trouvé que c'était... je sais pas qui a fait les scénarios aussi. J'ai trouvé qu'il y a quelques histoires ou intrigues ou relations entre les persos qui sont un peu... caricatural. C'est très caricatural. Un peu même vraiment genre en mode bon. C'est pas très moderne, ça fait pas ultra moderne quand tu les lis quoi. Il joue complètement sur la caricature d'une intrigue très quelconque avec la maîtresse ou l'amant ou machin, etc. Donc, j'avais un peu trouvé que c'est carrément cliché, soyons honnêtes. J'avais un peu été mais encore une fois, je trouve que ça fonctionne pour le public en fait. C'est-à-dire que on est sur du très grand public qui a envie de faire quelque chose totalement clé en main. Ça marche. En fait, je pense que l'aide, c'est ça. C'est savoir si tu te sens pas de prendre un scénario de murder party comme ça et de te lancer. Oui, parce que dans un scénario de murder party que tu fais toi-même, tu mènes un peu les choses. Et il faut que tu connaisses ton scénario, que tu sois en mesure d'accompagner tes joueurs s'ils bloquent à un moment donné ou à un autre. Et la difficulté, elle est là, je pense, quand tu veux organiser une murder. Oui.
Voilà, c'est le gros avantage. Après, voilà, en termes de scénario 2, j'avais pas été vraiment bluffé et surtout, j'avais trouvé les personnages assez caricaturaux. Même il y avait certains trucs sur les persos féminins un petit peu gênants d'ailleurs, mais bon, bref. Tu veux qu'on continue? Alors après, il y a toute une tripotée de jeux qui fonctionnent un peu pareil. Alors j'ai un peu envie de les mettre tous ensemble. Ouais, tu veux parler de quoi? Alors des hidden games, sous-scellés, dossiers criminels, parce que c'est un peu... C'est effectivement, c'est 3 gammes distinctes, mais qui ont une mécanique très similaire. Ouais, c'est-à-dire que tu as une boîte et dans laquelle tu as plein de documents que tu vas ouvrir. Tu vas utiliser aussi, tu as un peu la même chose avec... des box que tu peux acheter en ligne. Detective Box, des choses comme ça. Ou bien, il y en a un autre, Detective nom, Society. Oui, aussi. Voilà. Et en fait, tu vas ouvrir en gros une boîte ou une enveloppe et à l'intérieur, tu auras tout un tas de documents. Et tu vas avoir une sorte de feuille de route. Ouais. Et tu vas mener, il y a Cold Case aussi, voilà. Et tu vas un peu mener l'enquête. Alors... En fait, il n'y a même pas nécessairement de feuille de route. Il y en a qui sont très libres. Oui. Il y en a d'autres qui sont très cadencés, justement, effectivement, avec des enveloppes à ouvrir. Oui, alors ça, je crois que c'est dans le dossier criminel. Effectivement, tu as cette possibilité, parce que ça te prend quand même, c'est des jeux qui te prennent quand même un peu de temps de vie. Tu as des étapes obligées. En fait, c'est quand même découpé en sorte d'acte, ce qui te permet à un moment donné d'ouvrir une enveloppe et ça te permet aussi un petit peu de valider à quel mot où tu en es dans ton enquête si tu t'es pas complètement gaufré. Oui, tout à fait. Dans Hidden Games, donc je crois que Hidden Games, c'est ceux qu'on fait l'affaire Bourg-le-Petit. Oui, tout à fait. Et puis sous-scellé, je sais plus ce qu'il y avait. Moi j'ai fait de sous-scellé, j'ai juste fait Ultime Châtiment. Sous-scellé. Moi j'ai fait Ultime Châtiment, c'est tout. J'ai fait la cave, un truc comme ça. Ouais, c'est possible qu'il y en ait quelque chose comme ça. Ouais. En fait, c'est très inégal. Je pense que chaque boîte, effectivement, est très variable. En l'occurrence, moi, le sous-scellé que j'ai fait m'a moyennement plu, par exemple, alors que les Hidden Games que j'ai fait, j'ai trouvé ça absolument canon. Mais ça veut pas dire que sous-scellé est moins bon, c'est juste que ce scénario-là en fait, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il y a des scénarios dans lesquels En fait, je sais pas, on pourrait dire c'est une super idée, on te balance la boîte et tu te démerdes avec, et vraiment tu fais ton truc. Sauf qu'en réalité, je trouve que t'as l'impression que tu vas avoir vachement de liberté dans la façon dont tu vas faire, sauf qu'en réalité, tu n'as pas tant de liberté que ça. Non, bien sûr. Tu t'aperçois que t'es sur un énorme rail, et de fait, tu vois très vite. Je trouve que tu vois très vite toutes les ficelles. Oui, bien sûr. Par rapport à d'autres jeux qui sont beaucoup plus cadrés mécaniquement, mais qui te donnent beaucoup plus d'impression de liberté dans le jeu. C'est un peu le reproche que je ferais. J'ai apprécié de les faire. Il y a quelques-uns que l'affaire Bourg-le-Petit, je l'ai vraiment bien aimé chez Hidden Games. Génial. Et alors, il y a une petite subtilité, excuse-moi de te couper, mais il y a une petite subtilité qui n'est pas toujours vraie parce que c'est pas toujours fait de la même façon selon les éditeurs. Mais chez Hidden Games, il y a une vraie interaction avec le monde réel. Oui. On peut potentiellement aller chercher des infos sur Facebook parce qu'il y a un profil qu'il faut aller voir. Oui, tu peux envoyer des mails, on t'appelle au téléphone. Ça a ce petit côté très cool, effectivement, de quand on t'appelle, quand tu appelles un répondeur et que tu as un message et tout. Ça, c'est sûr. Après, en fait, moi, vraiment, mes limites, c'est que tu as une impression de liberté dans ton enquête qui est totalement fausse et tu le vois très vite. Qu'en fait, t'es t'es sur un rail et tu n'en sortiras pas. En fait, t'es vraiment comme si t'étais sur un rail de parc d'attractions, enfin, vraiment. Et ce que je n'aime pas trop par rapport à d'autres jeux, c'est que pour le coup, en réalité, si tu regardes bien, c'est un jeu de déduction. Totalement. Qui est bien thématisé, bien foutu, tout ce que tu veux. Mais en réalité, d'ailleurs, même, il y en a certains qui, quand tu ouvres, t'as une liste avec les X suspects. Et t'as la feuille pour marquer, pour mettre tes notes. Oui, bien sûr. Et là, l'affaire Bourg-le-Petit, tu l'as. Il y a une espèce de grande feuille où tu vas pouvoir mettre les infos et du coup éliminer les gens au fur et à mesure. Et en fait, toute ton enquête consiste à utiliser tel document, voir quelle est l'information pertinente pour te permettre d'éliminer un suspect. Ce qui fait que, moi je trouve que le jeu, je pense que ça reste agréable à faire et j'en ai fait et puis j'en continue d'en faire. Mais évidemment, quand t'as fait beaucoup de jeux d'enquête et tout, t'aspires à autre chose. Et là, c'est un peu gros pour moi, quoi. Mais en fait, c'est parce que effectivement, tu es une amatrice de jeux d'enquête, tu as l'habitude d'en faire.
si je reprends l'exemple de Hidden Games, mais c'est vrai pour les autres, en fait, le rail, il est tout simplement cadré et limité aux indices qu'on te donne. Et tu n'as pas de faux indices, tu n'as pas de... Et t'as très belle marge de manœuvre. Il n'y a rien qui te permet de sortir en fait de tes hypothèses de base. Et donc du coup, forcément, quand le relevé téléphonique te dit c'est pas un tel, bon bah le relevé téléphonique il dit c'est pas un tel, donc tu l'écartes. Même si potentiellement dans la vraie vie, dans une vraie enquête, bah peut-être que t'en aurais eu 15 des relevés téléphoniques et que t'avais des infos qui s'entremêlaient, qui pouvaient te mener vers des fausses pistes, etc. etc. Non, mais voilà. Donc, c'est un peu, pour moi, c'est vraiment, vraiment la limite de ces jeux-là. C'est-à-dire que c'est bien fait et c'est sympa à faire. Maintenant, voilà, c'est juste, pour moi, c'est du Cluedo ++, mais ça reste clairement, en fait, une déduction très bien thématisée. Il y en a d'autres, hein, c'est pas les seuls à faire ça. On parle aussi d'un jeu, mais bon là ça se conçoit plus. Très satisfaisant. Ça reste agréable et tout à faire. Après c'est bien sûr les enquêtes vont être un peu inégales. Il y en a avec lesquelles on va être on va plus apprécier. Moi je sais que j'ai bien aimé les dossiers criminels en général. J'ai bien aimé l'affaire Bourg-le-Petit. J'avais trouvé que ça marchait bien, même si j'avais trouvé la solution ultra vite. Moi aussi. Ouais. Voilà, donc ça c'était un peu dommage. Ça m'a un peu laissé sur la fin. En revanche, c'est vrai que sous scellé, j'en ai fait qu'un et j'ai eu une très mauvaise expérience du jeu. Quoi. J'ai trouvé vraiment ça n'importe quoi. Okay. Donc bon, je lui laisse encore sa chance, mais ça m'a pas donné envie de continuer. Ce qui est bizarre, c'est que moi aussi, en l'occurrence, donc tu vois, et c'était pas le même scénario a priori. Ouais. Bref. Du coup, je continue, si tu veux bien, avec la gamme Chronicles of Crime. Oui. Chronicles of Crime, qui est donc une gamme de jeux. Il y a 4 boîtes aujourd'hui. La première qui est sortie il y a quelques temps, qui se passe à Londres au 21e, 20e siècle. Et les 3 autres boîtes qui sont dans une gamme qui s'appelle le millénaire, Millennium, je ne sais plus comment ils l'appellent, bref. Avec 1400, 1900, 2400. Exactement, qui se passe sur 3 époques différentes, étalées sur un millénaire complet, et avec des mini-mécaniques de jeu qui changent un petit peu. Ouais. Cette gamme-là, elle est pilotée par une application mobile, puisqu'en fait, ils ont pris le parti de dire que tout leur matériel était réutilisable dans d'autres enquêtes. Et donc, en fait, on a du matériel générique, matériel générique avec des QR codes qui seront scannés par l'application. Et en fonction du scénario dans lequel on se trouve, le personnage blond s'appelle Michel et il est barman. Et dans un autre scénario, il s'appellera Robert et il sera, j'en sais rien, caviste ou chauffeur de taxi. Et c'est vrai pour tous les éléments de jeu. Sauf les lieux, évidemment, qui sont bien identifiés. Mais voilà. Et du coup, mécaniquement, c'est super bien. Et en fait, tout ce qui rend le jeu bien, malheureusement, c'est aussi un peu le défaut du jeu. Parce qu'on se retrouve à utiliser énormément le mobile ou la tablette ou peu importe, l'outil numérique. Et toute la partie textuelle est sur l'outil numérique. Et donc, il y a... faut jouer peu nombreux parce que il faut réussir à se partager ce truc-là pour que la narration soit commune, etc. Déjà, pour le coup, là, t'as de la vraie enquête parce qu'il y a des personnages que tu ne connais pas quand tu démarres et potentiellement, le meurtrier que tu poursuis, tu ne le connais pas, t'en as peut-être jamais entendu. Enfin, quand t'as pas ta liste de 8 suspects. Tout à fait. Donc déjà, moi, surtout dans la première boîte, moi, je les ai tous faits. Je me suis sur 2400, j'ai pas encore fini la boîte. Et 2400 est plus difficile. Oui, il est plus difficile parce qu'il y a des aspects technologiques que moi j'ai un peu plus de mal à gérer en fait sur les petits ajouts de gameplay en fait de ce que peut faire ton perso. Surtout, moi je trouve qu'il y a aussi le fait que les personnages aient des entités numériques, puisqu'on peut trouver un personnage et discuter avec lui en ligne, entre guillemets, et ne pas le connaître physiquement, et donc du coup ne pas savoir qui c'est. Et ça complexifie encore un peu les enquêtes. Donc moi je trouve que surtout sur la boîte de base, où j'ai fait toutes les petites extensions qui avaient été rajoutées, parce qu'il y a plein de petits scénarios que tu peux acheter, en fait qui étaient offerts au moment du confinement. Donc moi je les avais tous faits à ce moment-là. Cool. Il y en a qui sont vraiment
excellents, des scénarios qui sont vraiment super bien écrits. Le fait d'avoir l'application, t'avais ce petit truc sympa t'avais quelques scènes, notamment les scènes de crime que tu pouvais voir en vrai. 360 et voilà, tout, et donc tu disais, bah tiens, là je vois, il y a une empreinte de pas, là tiens, il y a un magazine, et ça te permettait d'aller chercher l'objet qui correspondait. Et en fait, il fallait bien observer. Le fait d'avoir l'application, t'avais le temps qui passait. Ouais. Et un personnage que t'avais interrogé à un moment, si t'y retournais, il était peut-être plus là. Ouais. Ou alors t'avais trouvé un élément qui pouvait le mettre en contradiction avec ce qu'il t'avait dit précédemment et tu pouvais le confronter. Donc là, il y avait vraiment il y avait une interaction avec le jeu qui était vraiment hyper bien faite. Moi, le souci que j'avais, c'est que ça m'est arrivé plein de fois de scanner par erreur des cartes. Parce qu'en fait, je faisais trop vite ou pas bien. Et puis voilà, c'est tout à fait moi, ça. Donc en fait, j'ai eu du temps qui s'écoulait alors que en fait pas du tout et que je voulais pas bon, ça j'avais toujours eu des petits soucis et tout. Le fait d'utiliser beaucoup l'appli, je l'ai pas trouvé trop gênant, mais comme tu dis, il faut jouer à deux. Et moi je joue avec ma mère encore une fois et elle veut pas lire de toute façon le texte, tu vois, donc, voilà, donc c'était tu lis pour deux et c'est je lisais pour deux et donc ça lui convenait très bien. Moi je pense que c'est et 1400 la 1400 et 1900 elles sont vraiment bien. C'est deux boîtes extraordinaires. Elles sont, moi 2400 j'ai un peu plus de mal, mais les deux boîtes d'avant sur 1400 particulièrement parce qu'il y a le kiff d'être dans le Paris de l'époque. Ils ont créé des ambiances sonores incroyables. Ils ont vraiment rajouté des choses au gameplay qui pourraient être anodines ou anecdotiques, mais en fait ça l'est pas du tout parce que ça immerge vraiment. Et l'auteur en fait de Chronicle of Crime, c'est David Sicurel qui est aussi créateur de jeux vidéo en fait, qui a cette double casquette quoi, qui a aussi ce côté technique qu'il maîtrise très bien. Moi globalement c'est plutôt une gamme que j'aime bien, Chronicle of Crime. Je la trouve très bien aussi. J'avais fait leur espèce de financement pour la gamme millénaire là, et c'était vraiment canon. Et du coup je crois qu'ils ont sorti en boutique un pack de scénarios qui se passe sur le millénaire justement. Oui, et qui se ça passe je l'ai aussi. Je l'avais aussi dans le financement participatif et je l'ai pas encore fait parce que je désespère pas de finir 2400 d'abord. Voilà. Tout à fait. Tu veux continuer ? Maintenant, on va peut-être parler d'un classique qui est Sherlock Holmes. Classique, Sherlock Holmes Détective Conseil, quand même. Sherlock Holmes Détective Conseil, on peut dire que c'est un peu le classique dans les jeux modernes du jeu d'enquête. Tout à fait. Donc c'est un jeu qui originellement est sorti en 82, qui a eu le Spiel ou le Kenner Spiel. Tu vas le voir très vite là. Pour moi, il a eu le Spiel des Jahres en 85. Ouais. Qui a été réédité. Maintenant, c'est Space Cowboy qui fait les éditions, qui a rajouté plein de boîtes parce qu'il y a une boîte d'origine. Après, il y avait des petits fascicules. Moi, j'ai les petits fascicules qui se rajoutaient, qui après ont été ressortis dans une boîte à part où il y a Queen's Park, Carlton House. Ils ont fait une boîte Jack l'Éventreur. Ils ont fait encore une autre boîte qui est ressortie encore après. Je sais plus comment elle s'appelle. J'ai plus les titres, mais chacune correspond à une couleur. En fait, Sherlock Holmes Détective Conseil, il y a des trucs vraiment excellents parce que là, c'est pareil, on commence l'enquête, on ne sait pas où on va. Il y a des trucs qu'on ne verra jamais et quand on arrive à la fin, parce qu'à la fin, on a des questions auxquelles il faut répondre, il y a les questions sur l'enquête principale et il y a des questions annexes et parfois, quand on lit les questions annexes, on fait « Mais de quoi on me parle ? De quoi me parle-t-on ?» Bien sûr, Sherlock Holmes, lui, a toujours fait un score incroyable. Parce que c'est Sherlock. Voilà, quand tu fais un score, en général, ça arrive même que tu finisses en négatif. Il y a des moments on décompte pas vraiment toutes les pistes parce qu'on se dit là en fait je voulais pas y aller, qu'est-ce que j'ai foutu, parce qu'en fait les pistes en plus par rapport à Sherlock Holmes on les met en point négatif. Il y a des moments où on se dit en fait je voulais pas aller là, pourquoi j'ai ouvert cette page. Ma mère elle triche un petit peu, je le dis parfois, je la vois, elle regarde le livret puis elle regarde la page, le truc d'à côté, je lui dis mais qu'est-ce que tu lis exactement. Et là elle a une idée géniale. Il y a beaucoup de textes, c'est un peu le défaut c'est très dense. C'est très dense. En fait, ça dépend de l'écriture. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de textes, mais des fois c'est bien, des fois la police est atroce sur fond. C'est une sorte d'écriture un peu à l'ancienne, faussement calligraphiée, sur un fond assez sombre, noir très fin sur un fond sombre. Donc moi, ça m'est déjà arrivé de sortir la loupe pour arriver à lire. Donc il y a des moments, moi je passe un peu tout le fluff parce que c'est fatigant. Mais en réalité, c'est un de ces jeux où on va lire effectivement le texte, on va prendre quelques notes et ensuite on va passer beaucoup de temps à discuter. Et c'est vraiment un jeu de discussion. Tout à fait. Et
plus que dans les jeux, c'est pas un jeu de logique où on dit ok, il nous a dit ça, ça et ça, machin prenait tel médicament, donc ça peut pas être lui qui a pris, ça peut pas être sa prise de sang, je dis n'importe quoi, et on élimine comme ça. Là, on va vraiment tirer des conclusions de ce qu'on a appris, échafauder des hypothèses, chercher des pistes, voir aussi quel prochain endroit on peut aller avec ce qu'on a appris. C'est vraiment très fort. Alors, la première boîte est vraiment excellente. Moi, j'ai fait il y a pas longtemps Jack l'Éventreur. J'ai trouvé ça... Je suis vraiment très partagée sur la boîte rouge de Jack l'Éventreur. En fait, il y a 4 enquêtes où on fait l'enquête de Jack l'Éventreur. Il y a 2 choses qui m'ont vraiment un peu gênée parce que le problème, c'est que comme c'est une histoire, c'est dans le réel et qu'on sait qu'on ne sait pas. Oui. En fait, c'est hyper dur de... En fait, c'est des choses qu'on sait, on sait les faits, etc. Oui. Enfin, c'est pour peu qu'on ait un petit peu, se soit un peu intéressé à ça. C'est ultra compliqué de se projeter dans la résolution d'un truc dont on sait qu'il est réel, dont on sait qu'on n'a pas le fin mot d'histoire. Oui, c'est ça. Et après, l'histoire de Jack l'Éventreur, moi, franchement, il y avait des moments dans le scénario où il y a des descriptions qui n'étaient pas possibles. En fait, il y a 20 ans, ça allait. Aujourd'hui, je peux plus lire ça, en fait. Ouais. Donc, j'étais assez mitigée. Là, sur cette boîte-là, la boîte rouge, même il y avait d'autres enquêtes que j'ai trouvées moins bien. Je trouve que les enquêtes d'origine sont vraiment meilleures. Okay. Mais c'est un peu c'est quand même, je pense, une des grandes sources d'inspiration. Le scoring est nul à chier, ça c'est sûr. C'est un des gros défauts du jeu. Il est pas du tout satisfaisant, mais bon, à partir de, enfin voilà, c'est pas très. C'est dans ces genres de jeux-là, parfois le scoring est un petit peu artificiel. On le sait très bien. Quoi. Ouais, tout à fait. Ça marche. Moi, je vais rester dans les jeux avec appli. Ouais. Et je vais parler de la gamme Echoes. C'est pas vraiment de l'enquête. C'est pas tout à fait de l'enquête. C'est un peu du puzzle. Ouais, mais c'est du puzzle audio. Oui, c'est du puzzle audio. Et donc, en fait, dans Echoes, c'est une gamme de jeux éditée chez Ravensburger. Ouais. On va avoir des cartes et des tuiles qui racontent une histoire. Et en scannant ces cartes et ces tuiles avec l'application mobile dédiée, on va entendre des séquences audio. Ça peut être des dialogues, ça peut être de la musique, ça peut être des bruits, des bruits, des bruits d'escalier, des bruits de pas dans du gravier, etc. Et à l'aide de ces informations sonores, on va essayer de reconstruire l'histoire complète. Et effectivement, on n'est pas tout à fait dans une enquête puisqu'on ne cherche pas à résoudre quoi que ce soit. Non. On veut juste comprendre ce qui s'est passé, quelle que soit l'issue d'ailleurs. Et il y en a certaines qui sont un peu hardcore. Mais j'ai trouvé ça extrêmement bien fait. Tu y as joué ? Ouais, mais moi j'ai ma fille, elle est ultra fan de Echoes, donc on les a tous faits et refait et refait, ce qui est un peu gênant parce que quand même, moi je m'en souviens, elle aussi, elle fait comme si elle s'en souvenait pas, ce qui fait qu'elle fait des scores de ouf. Hein. Je trouve les scénarios les intrigues sont inégales. Oui. Et il y a un petit souci, pour moi il y avait quand même. Ce qui est vraiment dommageable, c'est sur le premier, la ballerine. Il y a deux voix, la danseuse. Il y a 2 voix de femmes, c'est exactement la même voix. Oui, je suis et donc, c'est un petit peu gênant. Et pareil, dans un qui s'appelle Le Croc, il y a un moment, tu scannes 2 objets et c'est exactement la même phrase, dite avec une vague intonation différente. Et là, tu te dis, mais what the fuck, quoi. J'ai pas fait Le Croc. Ouais, j'ai fait les autres. Moi, ça m'a un peu agacé parce que je me suis dit, en fait, vu que tout le sujet, tout le. Oui, ça se base sur le son. Si le son est identique, le mec dit exactement la même phrase, t'as envie de dire, comment je peux savoir à quel endroit plus qu'à un autre. Mais sinon, celui qui est très bien, c'est Le Cocktail, je crois. Ah écoute, moi, c'est celle que j'ai pas aimée. Ah ouais, nous, c'est notre préféré. Moi, j'ai beaucoup aimé L'Anneau. Oui, qui était bien. Le violon aussi. Le violon qui est bien. Incroyable. L'éclipse, moi, nous, on n'a pas aimé l'éclipse. La danseuse... c'est un peu... La fin est un peu violente, j'avouvent. Même si on s'y attend un peu, mais... mais nous, le cocktail, c'est notre préféré. C'est rigolo. Ouais. C'est marrant. C'est parce que ça parle de cocktail. C'est peut-être pour ça. Non, parce que ma fille, elle s'en fiche des cocktails, mais... Non, je sais pas. Faudrait que je la retente. Mais c'est vrai que pour moi, je le mettrais pas trop dans l'enquête. Pour moi, c'est un peu du puzzle. C'est un peu un puzzle game audio, mais assez chouette, quoi. Moi, j'ai trouvé ça vraiment cool. C'est un jeu de Matthew Dunstan et Dave Neal. Tout à fait. C'est vrai qu'on parle pas des auteurs depuis là, on a été un peu mauvais. On n'est pas bien. Non. Est-ce que tu veux parler tu veux que je parle de quoi ? De Guilty. Après, très bien. On parlera après. On va parler de Suspect.
Allez. Chez Studio H, un jeu de Guillaume Montiège. Mhm. Ah, il y a eu déjà plusieurs boîtes. Alors, il y a 2 boîtes avec le personnage de Claire Harper. Oui. Une 3e avec un couple de journalistes dont j'ai oublié les Neville et je ne sais plus comment. Je n'arrive plus à me souvenir. Qui se passe là, non pas à la même époque, parce que c'est très inspiré Agatha Christie, mais eux, ça se passe dans les années 60, ce qui donne une autre ambiance. Et maintenant, ils sortent les scénarios. Petites boîtes. Voilà, ils ont sorti les scénarios en indépendant, enfin en individuel, un peu comme les Unlock. Ils ont fait ce que fait Unlock avec les Short Adventures, et donc ils ont fait les Suspects Pocket. Ouais, c'est ça. Donc, on est dans une ambiance très whodunit, très classique. Enfin, Guillaume Montiège, il est très fan d'Agatha Christie, voilà. Pour moi, c'est vraiment ultra bien fait. Les intrigues sont bien, l'ambiance, elle est bien. Le personnage de Claire Harper, le fait d'avoir un personnage qui est incarné, c'est très cool, parce qu'en plus, les personnes, quand on interroge les personnes, elles s'adressent à Claire Harper, donc d'une certaine manière, selon qui elles sont. Il y en a qui vont, quand il y a des enquêtes où elle est assez jeune, ils vont être très paternalistes avec elle, ils vont avoir une manière de faire les personnages, donc ça fonctionne vraiment bien. En plus, moi j'ai trouvé que je sais qu'il y a dans la première boîte, il y a une enquête, celle de la dernière, qui a énervé beaucoup de joueurs et joueuses parce qu'ils disent qu'il y a une petite malhonnêteté scénaristique que moi j'ai trouvé au contraire super maligne et très bien faite, parce que vraiment dans l'esprit d'Agatha Christie, donc j'ai trouvé que pour moi c'est vraiment un très bel hommage quand on aime ce genre là. Alors oui, on a le côté très comment ça s'appelle, très le manoir avec les 8 suspects, mais il y en a un qui se passe avec une sorte de tempête de neige, donc énorme. Forcément hommage au manoir de Mortevielle. J'ai pensé exactement. Voilà, je crois même qu'il y a un truc où il s'appelle, il fait un clin d'œil au personnage de l'ange qui est dans le manoir de Mortevielle. Donc il y a on retrouve tous ces ingrédients là. Moi, c'est vraiment une game que j'aime beaucoup. Même il y a toujours des scénarios qu'on aime, avec lesquels on aime moins que d'autres, et d'autres, certains où on va vraiment adorer, etc. Mais même quand c'est un peu en deçà, ça fonctionne super bien. On sait exactement ce qu'on va trouver, quoi. C'est-à-dire qu'on a le whodunit à l'anglaise, hyper bien fait, hyper bien écrit, très fin. Enfin, t'as pas de gros effets waouh comme avec le jeu dont on parlera tout à la fin. Mais pour moi, c'est dans le haut du panier c'est dans le haut du panier de ce qui se fait. Ouais, et les illustrations pour les boîtes de Claire Harper, de Émile Denis, sont absolument splendides. C'est superbe. Elles sont exactement dans l'époque. Elles ont un style, elles sont très typées années 30, notamment, je pense à la première boîte. Enfin, vraiment canon, quoi. Top. Moi, je vais parler d'une petite curiosité qui vient de sortir. Que je n'ai pas testé en version complète, mais j'ai testé la démo. C'est Medical Mysteries. Pour l'instant, c'est un peu le point d'interrogation, parce que je suis vraiment curieux de voir ce que va donner la version complète. Medical Mysteries, on est donc sur du jeu d'enquête entre guillemets, puisqu'en fait ça se passe dans l'univers médical, comme le nom l'indique, et on va devoir trouver quel est le bon diagnostic pour le patient qu'on a devant nous, en l'interrogeant, en faisant des examens, etc., et en essayant de lui sauver la vie avant que ce soit trop tard. Voilà. Chose que j'ai brillamment réussi, bien sûr. Et donc, l'enquête, l'histoire, le scénario de démonstration, je l'ai trouvé plutôt bien foutu. Pour en avoir discuté avec des potes médecins et par ailleurs auteurs de jeux. Coucou. Il s'interroge aussi sur le fonctionnement réel du jeu et la cohérence, entre guillemets. Voilà. Moi, la démo m'a paru sympa, m'a laissé un peu sur ma faim et m'a plutôt donné envie de voir ce que donnaient les scénarios complets. Voilà. Oui, moi j'ai fait la démo aussi. Bon, moi mon patient est mort très très rapidement. J'ai été assez efficace. C'est-à-dire qu'il a vite libéré son brancard. Voilà. Pas de la meilleure façon, mais. Non, moi je l'ai déjà dit plein de fois, je suis ultra. Enfin, j'ai du problème avec tout ce qui est médical. C'est-à-dire qu'hormis le Doliprane, je ne connais aucun médicament, je ne retiens aucun nom de maladie, je mélange tout. Je sais pas comment les enfants ont survécu. Tu vois, parce que franchement.
Et ouais, je me fais un blocage. Donc en vrai, il y a un petit glossaire pour les termes médicaux. Oui, non, ça mais a l'air plutôt bien fait là-dessus. Oui, non, mais je sais, mais moi, ça mélange quand même. Je bloque, je fais une sorte de. Donc moi, j'ai très hâte d'y jouer pour continuer à tuer des gens. Vraiment, je pense qu'après, on fera une enquête sur l'hôpital où il y a un nombre de morts assez un peu trop élevé. Je pense qu'on découvrira quelque chose. Mais oui, parce qu'en fait, c'est très inspiré de Dr House. Et on sait que Dr House lui-même est inspiré de Sherlock Holmes. Donc en fait, là, voilà, la boucle est bouclée, si on peut dire. Quoi. Exactement. On peut parler aussi de... Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? On en avait plein encore. On avait Crime Zoom, qui est une gamme de petites boîtes. Donc c'est Stéphane Anctil qui fait les scénarios. Pareil, avec plutôt quelques-unes qui sont vraiment super réussies. D'autres, après, on va avoir un peu des univers qui vont être explorés, qui sont plus ou moins auxquels on va plus ou moins adhérer, mais il y en a dans l'ensemble, c'est quand même vraiment réussi et ça marche très très bien. Enfin, on n'est jamais déçu par une boîte, contrairement à d'autres jeux d'enquête comme les détectives et les Sherlock Q système là, que moi je déteste parce qu'en fait il y a on mène une enquête, mais en plus on doit défausser, il faut le faire en X pistes. Et en fait, on passe plus de temps à essayer de réfléchir comment optimiser son score plutôt qu'à faire l'enquête. Moi, je déteste. Ça, je trouve que thématiquement, c'est nul. On peut parler aussi de Détective Charlie. Oui. Qui est un jeu d'enquête pour enfants. Donc chez Yellow, dans la gamme, c'est chez Loki plutôt, qui est la gamme enfant de Yellow. Un jeu de Théo Rivière pour la mécanique et des Feylar pour le scénario. Moi, je pense que c'est le jeu préféré de ma fille, voilà. Et elle l'adore. Alors, on est clairement du côté un peu du Cluedo, parce que là, c'est pareil. Là, en réalité, c'est de la déduction. Oui, bien sûr. Ce que c'est, de toute façon, c'est pour des enfants, donc tu peux pas non plus. Faut être réaliste aussi de ce que tu peux leur proposer. Je pense que pour eux, c'est plus accessible, en fait, de fonctionner comme ça. Mécaniquement, il n'y a rien de révolutionnaire, mais les intrigues sont cool, les personnages sont sympas. Et ils ont vraiment... moi, ma fille adore les jeux d'enquête aussi. Et clairement, pour les enfants, c'est extraordinaire. C'est vraiment une super réussite. C'est très bien fait. C'est bien fait. Ils ont fait un calendrier de l'Avent aussi qui était très cool. Et voilà, nous, on attend l'extension, les extensions, les prochaines boîtes. On croise les doigts pour que ça arrive parce que c'est vraiment un des super jeux. On peut aussi parler de Micro Macro Crime City dans une mécanique totalement différente. Là aussi, on n'est pas tout à fait dans du jeu d'enquête, on est dans du jeu d'observation, une espèce de Où est Charlie qui se passe sur une très grande carte avec énormément d'informations sur cette carte. Et le petit côté hyper bien pensé du jeu, c'est le fait que la carte en fait nous présente le passé, le présent et le futur. Et donc, en fait, on va rechercher des personnages et essayer de retracer leur parcours pour comprendre ce qui s'est passé et répondre à des questions. Et répondre à différentes questions, exactement. Alors, en fait, on peut d'ailleurs très bien choisir de ne... juste avec la carte d'origine qui est le titre... on peut jouer sans les cartes. Parce qu'en fait, on a plusieurs cartes qui vont nous permettre de faire les différentes étapes. Un petit peu, voilà, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, etc. Donc là, on est plutôt aussi dans de l'explication. On peut très bien jouer sans. Et moi, ma fille, par exemple, le faisait comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle est fascinée par la carte. Et donc, en prenant un personnage et qu'elle a suivi, elle a comme ça résolu une des enquêtes, mais qu'on avait dans 5 paquets plus tard, quoi. Donc en fait, elle avait déjà tout repéré parce qu'en fait, juste en suivant et tout le cheminement, au final, elle arrive à faire. Non, c'est incroyablement bien fait. Voilà, c'est de l'observation, tu l'as dit, et aussi beaucoup de la c'est beaucoup de la perception en fait, de l'interprétation d'images, un peu comme dans le jeu, aussi un peu comme dans les flashbacks en fait où tu retrouves un petit peu ça. Donc en fait, qui ressemble aussi au jeu vidéo Return of Obra Dinn où tu vas avoir des scènes et que tu vas interpréter et tu vas en tirer des informations pour déduire des choses. Donc là, tu as un petit peu ce côté-là. C'est un jeu qui est... Alors, c'est pas nouveau, parce que une fois, je suis retombée en allant à l'université Paris-Nord où ils ont récupéré, tu sais, la collection du club. Voilà. On est tombé sur des jeux des années 70 de mémoire qui ressemblent vachement à Micro Macro dans l'esprit, pas autant développés, mais qui sont un peu le même genre de concept où tu as des choses à retrouver sur des dessins un peu géants et tout. Donc, c'est assez marrant. Mais c'est vrai que je pense que quand Micro Macro est sorti,
il était vraiment assez novateur. Et des jeux maintenant où on va explorer les dessins, il y en a plein qui arrivent, hein, je vous rassure. Et donc la gamme est top parce qu'il y a 4 boîtes de base. Ils ont rajouté une boîte qui va permettre de faire des enquêtes sur les 4 cartes des boîtes de base, puisqu'en fait tout ça représente une grande ville. Une ville où on n'a pas envie d'habiter. Hein. Non, c'est clair, parce qu'il se passe des trucs foireux. Et puis ils ont également sorti un puzzle 500 pièces qui représente une carte et une partie de la ville, et c'est assez rigolo à faire. Et visuellement, moi je trouve que l'univers ressemble un peu à certains livres de certaines BD de Lewis Trondheim, tu vois. Oui, un petit peu. Il y a ce petit côté un peu anthropomorphe, notamment les aventures de Lapino et tout ça, ressemble un petit peu, on est un peu dans le genre d'ambiance. C'est ça, les personnages sont pas vraiment des humains, c'est pas non plus des animaux. Non, ils sont un peu entre les deux, quoi. Ouais, c'est ça, ils ont une forme un peu particulière, mais c'est bien, parce qu'ils ont tous une espèce de petite caractéristique qui nous permet de les retrouver. C'est au niveau de l'illustration, le boulot est incroyable. Il y a quelques intrigues aussi qui sont assez un peu plus hard que d'autres. Oui, et puis qui sont pas pour les enfants. Et la première boîte avait été siglée 8+, et quand ils l'ont réédité, ils l'ont mis 10+, et les boîtes d'après, ils ont distingué les enquêtes pour indiquer les thématiques qui n'étaient pas adaptées aux plus jeunes. Bon, après, franchement, pour la première boîte, pour les avoir fait toutes avec les enfants, j'ai trouvé que le truc sur lequel tout le monde s'était dit... En fait, il faut édulcorer le texte, parce que c'est toi qui lis la carte... En fait, il suffit de pas rentrer dans les détails, ça passe très bien. Il suffit si t'en fais des caisses, c'est sûr que les enfants ils vont se douter qu'il y a un truc. On parle du groupe qui se trouve sur le toit d'un immeuble avec des déguisements. Avec le prêtre, non. Voilà. Mais voilà, il suffit de pas trop rentrer dans les détails. Au moins, ils ont pas fait gaffe. Non, moi non plus. Que ça. Moi, mes filles, elles ont vu des gens déguisés. Oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est exactement. très bien. On va parler maintenant de Guilty. Allez. Guilty, donc c'est une gamme qui est chez Yellow. Il y en a eu 2 qui sont sortis pour l'instant. Guilty Houston 2015 et Monaco 1955. Donc c'est des jeux de Johan Servet. Avec Mathieu Rivero comme co-auteur. Il y a une troisième qui sort bientôt qui sera Fontainebleau, et je pense que c'est Jérémy Frel et Ed Frel qui sont les scénaristes pour cette boîte-là. Donc on va être dans un jeu d'enquête assez quand même gamer, 3 heures d'enquête, oui, on peut dire gamer. Voilà, c'est ça. Voire 4 heures, ça dépend vraiment des personnes. Bon, moi je l'ai fait en 2h30, je vous la raconte. Oh là là, c'est la paix. Bien sûr. Non, c'est parce que j'ai un super co-enquêteur avec moi. C'est lui qui fait tout, moi je ne fais rien. Ouais, donc dans Guilty, en fait, c'est un système de cartes, comme on va avoir dans d'autres jeux. On va pouvoir aller chercher les cartes en fonction des personnages. Alors dans Guilty, dans Houston, on a vraiment un huis clos, c'est-à-dire qu'on est dans une prison pour femmes, et donc forcément, on a à peu près une idée des suspects potentiels très vite, mais jamais on ne va résoudre l'enquête en faisant de la déduction par élimination, par logique. On est vraiment pas du tout dans ça va être vraiment en fonction des motivations potentielles, des discussions qu'on va avoir, des interrogatoires qu'on va mener, des indices qu'on va trouver, qu'on va pouvoir en déduire des choses. Donc on va être encore beaucoup dans la conversation quand on joue à plusieurs. Moi, j'ai trouvé que surtout le système mécanique qui a été pris pour le temps qui passe est vraiment, vraiment très bien fait, parce que dans ces jeux-là, on a tendance à ne pas compter le temps qui passe quand il y en a, ou ne pas compter les pistes, parce que c'est finalement un peu de la maintenance contraignante et qui est pas agréable. Là, il y a une pile de cartes événements. Selon les symboles qu'il y a sur les cartes qu'on va pouvoir lire, on doit retourner une carte de temps, et en fait, on a vraiment toujours intérêt à le faire, parce que les cartes de temps, le temps qui passe, potentiellement, va nous donner des nouvelles informations. Ouais. Et c'est assez logique, parce que finalement, le corps a été emmené à la morgue. Dans 8 cartes, je vais avoir le rapport du légiste. Et donc, en fait, ça se comprend thématiquement, c'est compréhensible. Ouais, il y a aussi des cartes qu'on retourne. En fait, c'est juste, tu fais une enquêtrice dans Houston, c'est ton môme qui t'envoie un SMS pour te demander quand est-ce que tu rentres à la maison, ou est-ce que tu peux lui envoyer de l'argent de poche. C'est un peu, tu vois, donc c'est vraiment bien fait, et mécaniquement ça fonctionne super bien. Et alors Monaco est extraordinaire, parce que là pour le coup c'est beaucoup plus ouvert. T'as pas le côté huis clos. Donc, tu es vraiment dans la ville de Monaco. Et alors, il y a des trucs, les cartes événements aussi fonctionnent avec... je spoil un peu, mais tu as une radio, en fait, qui va rythmer toute ton enquête. Et
celui-là, t'as l'impression d'être dans un film. C'est vraiment ultra cinématographique, incroyablement cinématographique. Tu te projettes dans un film de A à Z. Donc, en termes d'immersion, t'es à fond. Et là encore, t'as les cartes. Le texte sur les cartes est jamais très très long. Mais le jeu va durer longtemps parce que potentiellement, t'as énormément de discussions. Et moi, c'est vraiment ça que je recherche dans les jeux d'enquête. C'est finalement que le jeu te donne... C'est ça que j'aime moins, tu vois, avec les hidden games et tout, c'est qu'il y a trop de documents à exploiter où on est là à lire un peu le nez dans le guidon. Ouais. Ce que j'aime, c'est finalement très peu d'infos, mais ça te laisse beaucoup plus de spéculation possible, d'hypothèses, etc. Et c'est ça que je trouve le meilleur pour moi dans les jeux d'enquête. Ouais, tout à fait. Bon, pour moi, il est numéro 2 vraiment dans les jeux d'enquête, c'est en termes de... Parce que c'est qualité d'écriture, qualité d'ambiance... qualité d'écriture du jeu, qualité de l'intrigue, qualité d'ambiance et mécaniquement c'est top. Mécaniquement c'est vraiment le meilleur et tout. Mais après on va parler du top du top, du Graal, du Graal du jeu d'enquête quoi. Et ce Graal, il s'appelle Détective, un jeu d'enquête moderne, édité chez Yellow en France. C'est Portal pour la version d'origine. Exactement. Mécaniquement, c'est Inachi Trevicek qui est qui a fait la mécanique. Mais les auteurs du scénario de la boîte de base ne sont pas c'est pas lui, hein, c'est des scénaristes à proprement parler. Et c'est fou. Ce truc est complètement dingue. Donc la boîte comprend 5 scénarios distincts, mais avec une trame commune. Ouais. Et en fait, c'est juste incroyable. Et donc, on a plusieurs lieux. Chaque joueur va incarner une espèce de personnage associé. Avec un petit pouvoir, en fait. Avec un petit pouvoir particulier. Une petite compétence spéciale. Voilà. Le jeu est rythmé par une piste de temps qui est un peu galère à suivre. Ouf. Clairement qu'on oublie, parce qu'en fait selon qu'on quitte les différentes zones de la ville, on doit décompter du temps. Le temps passe, exactement. Je veux dire que moi à chaque fois la moitié du temps. Ouais, on le zappe à chaque fois. Mais scénaristiquement c'est fou. La première, la boîte d'origine, avec les 5 scénarios, moi j'ai jamais revécu quelque chose d'aussi intense d'un point de vue narratif. Je l'ai déjà expliqué, hein, j'avais en plus les cartes avec les persos, les têtes des persos que j'avais affichées dans mon salon, dans ma salle à manger et tout. Ouais, moi je les avais imprimés aussi. J'ai vécu pendant les... Donc en fait, à chaque fois on faisait un scénario par week-end, donc pendant 5 semaines j'ai vécu avec ces joints-là qui étaient accrochés à mon mur pendant que je mangeais. Avec des hypothèses écrites avec sur des post-it. Des Bristol de couleurs selon les trucs. Enfin, on avait pris un nombre de notes. Moi j'avais acheté un tableau, j'avais acheté un bout de bois sur lequel j'avais collé du comment ça s'appelle, du liège. Pour les... Et on avait accroché des trucs, on avait fait des liens entre les infos qu'on avait. Tu te sens vraiment... Et t'as un système avec un ordinateur qui n'est jamais très trop prenant, en fait, qui occupe peu de temps. C'est vraiment un outil. C'est vraiment un outil pour avoir des informations sur des personnages ou pour croiser des empreintes digitales. Les cartes, il y a un peu de fluff. Moi, j'ai pas trouvé lourd. Il y a des gens qui trouvent que parfois il y a des détails superfétatoires. Je trouvais que ça passait, franchement. En fait, c'est pas tant le fluff qui est... Il est pas si important que ça, effectivement. Mais par contre, ça ouvre 15 000 pistes à chaque fois. Voilà. Et hormis le fait que mécaniquement, c'est pas extraordinaire et que tu oublies beaucoup de moments où tu devrais décompter du temps et tout. L'intrigue, elle est tellement exceptionnelle. Je veux dire, extrêmement bien. T'as vraiment le sentiment d'enquêter pour de vrai. Complètement. Parce qu'aussi, tu peux aller voir des choses de la vraie vie. Il y a des trucs où il faut même, t'es obligé d'aller chercher sur Wikipédia, sur Google Maps et tout. T'as des moments incroyables quand tu percutes sur certains trucs. Moi je me souviens avoir eu des moments avec des frissons quoi. J'avais la chair de poule, une espèce de lumière et tu dis putain mais c'est ça en fait. Et en plus de fait entre chaque scénario je me rends compte que je pensais au jeu entre chaque scénario. Alors, donc le jeu dure en dehors du temps de jeu quoi. Complètement. Mais ça recroise plein de conversations qu'on a eues sur qu'est-ce qu'un bon jeu et en fait c'est vraiment ça, c'est-à-dire que tu te racontes des histoires en plus de l'histoire que le jeu te raconte en fait. Ouais, tout à fait. Et c'est complètement dingue. Et ce qui est rigolo, c'est que alors il faut faire
comme ça, c'est-à-dire 5 week-ends d'affilée et enchaînés. Oui, si t'en fais un tous les 6 mois, tu vas gâcher ton expérience. Il y a énormément d'informations et on en oublie nécessairement. Et donc, nous, on a fait la bêtise. Alors, la bêtise parce que en fait, le temps ne nous avait pas permis de le faire mieux. Mais on a fait la première enquête. Il s'est passé plusieurs mois avant qu'on fasse la suite. Donc, on a repris toutes nos notes. On a passé quasiment 1 heure à tout relire avant d'enchaîner sur la deuxième partie. Et on s'est remis tout en tête. Et par contre, après, on avait calé le calendrier et on a tout enchaîné. Et c'est fou. C'est fou. Et je trouve génial ce qu'ils ont fait avec la 3e enquête où on change de rythme. On change complètement de rythme. Ouais, c'est une rupture. Elle est complètement différente des autres. C'est pas du tout le même rythme. Tellement bien pensé, tellement bien fait. Ouais. Ça te redynamise une petite routine dans laquelle tu commençais un petit peu à rentrer. Exactement. Et tu dis merde, on n'a pas le temps en fait. On n'a pas le temps là. Et non, c'est incroyable. Et après, donc il y a eu la boîte. Bon, la boîte de base, elle est exceptionnelle, vraiment. Il faut, c'est un immense moment si t'aimes les jeux d'enquête, mais vraiment, si t'as envie d'avoir ce sentiment de ne pas du tout, qu'on te laisse vraiment à la défense. Totalement libre. Totalement libre. Il y a une autre boîte qui s'appelle LA Crime, qui se passe donc à Los Angeles dans les années 80, qui est peut-être scénaristiquement un peu moins bien, mais qui est très bien quand même. En plus, avec une ambiance qui est très bien restituée des années 80. Ouais. Donc vraiment, moi, j'ai trouvé que c'était bien restitué. Il y en a un scénario one-shot de Rob Daviau qui s'appelle, si je me trompe pas, Dig Deeper. Oui, c'est ça. Qui se passe à Boston en 77. Alors, l'intrigue est peut-être un peu moins bien, et certains ont dit qu'elle était décevante. Maintenant, l'ambiance encore est bien restituée. Et j'ai acheté aussi la boîte où tu fais les animaux... Tu fais le chien policier. Petty Officer. Oui. Okay. Donc je ne l'ai pas encore faite, mais voilà. Et après, ils ont décliné, c'est-à-dire qu'ils ont sorti un système simplifié pour avoir des enquêtes plus courtes et plus accessibles. Que j'ai faite aussi, qui s'appelle Saison 1. C'est Détective qui était, franchement, qui n'avait pas à rougir. Hein. C'était tout à fait correct. Ils l'ont décliné aussi dans l'univers de l'espionnage. Vienna Connection. Que je n'ai pas encore fait. J'ai une boîte, mais je ne l'ai pas encore fait. Je sais qu'ils en ont fait une Dune. Le matos, c'est incroyable. Okay. J'ai pas regardé encore. J'ai adoré. Il y a des envopes. Enfin, bon, bref, ils ont retranscrit vraiment le côté guerre froide, espionnage pendant ambiance, la guerre froide. Comment dire, c'est le 3e homme, non? C'est ça le film qui se passe d'espionnage, qui se passe à la Rivienne. Je sais pas. Je ne saurais pas te dire. Je vais les vérifier. Je n'ai pas cette culture cinématographique, pardon. Je vais vous dire ça tout de suite. Et puis, c'est chez eux qu'est sorti un truc dans l'univers de Batman. Batman et puis Dune aussi. Alors Dune, ça me dit rien, mais il y a eu une boîte dans l'univers de Batman et je ne sais pas du tout ce qu'elle donne. Voilà, c'est ça, c'est le 3e homme, je confirme. Ok. Voilà. Et Batman et puis Dune aussi, voilà, c'est ça. Mais je crois qu'on m'a dit que c'était pas très bien. Batman, moi j'ai eu des retours qui disaient que c'était pas très bien, mais je l'ai pas essayé, donc je ne peux pas vraiment le dire. Et donc ça clôture cette. Joue à détective vraiment. Joue à détective vraiment. Vraiment. Achetez-vous les cartes avec les têtes des persos. Et enchaînez les scénarios, préparez les Bristol, les stabilos, les feutres, le fil pour relier, tout. Enfin vraiment. Comme si vous étiez un vrai enquêteur. Si vous aimez ce genre d'expérience, vous regretterez jamais. C'est clair. Non, c'est incroyable. Incroyable. Et donc, ça clôture cette émission sur le Cluedo. On est quand même passé de Cluedo à détective. Bah oui. C'est pas la même limonade en termes de... Exactement. Mais voilà, l'offre sur le jeu d'enquête est quand même assez balèze. Oui, c'est un genre qui a quand même le vent en poupe. Un peu en ce moment. Quand même, qui tout à fait. Bien, Et donc, merci Paul Gara. Merci Rémi. Merci à tous et à bientôt. À bientôt, salut.